présente, Berthier Lessard. Je suis agronome au Club agro-environnemental de la Rive-Nord, dont on voit le logo ici. En fait, je suis agronome diplômé de l'Université Laval en 2017 et puis je travaille dans Charlevoix depuis l'été 2018. Puis aujourd'hui, en fait, on va faire un tour des particularités de l'agriculture dans Charlevoix. Et puis, moi, je viens de Saint-Ferréol-les-Neiges. Donc, c'est sûr que je vis un peu une réalité de paysage qui ressemble à Charlevoix. C'est quelque chose qui me touche, puis c'est quelque chose que je suis fier de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Donc, on va passer au plan de la présentation. Donc, on va se situer un peu dans l'espace, dans l'histoire, puis après ça, on va plonger dans le vif du sujet. On va parler des particularités plus techniques, puis on va terminer en parlant des bénéfices de l'agriculture. Donc, pour se situer, alors là, ici, on a une carte du Québec, et là, on voit on a des gens qui vont se joindre à nous bientôt. Donc, je pourrais quasiment même... on va les laisser rentrer, mais bon. Donc, on a ici la carte du Québec, et là, on s'approche. Mais là, on approche, là, en fait, là, on voit les rivières du Gouffre, puis la rivière Malbaie, puis la rivière Saguenay. Mais je nous approchais, là, tranquillement, sur l'astroblème. Mais ici, bon, on a l'astroblème de Charlevoix, justement. Puis, ben, c'est ça ici, c'est le contexte de l'agriculture dans ce cratère-là qu'on va parler aujourd'hui, en fait. Puis, c'est le contexte de la réserve de biosphère de Charlevoix. C'est ce vestige-là d'une météorite qui est tombée. Puis, on va parler aujourd'hui de comment l'agriculture s'est implantée dans ce contexte particulier, qui n'est pas le même qu'un peu partout, qu'ailleurs au Québec, par exemple. Puis, en fait, pour se situer dans l'histoire, c'est sûr qu'avant que des Charlevoisiens cultivent, ben, il y avait des peuples qui pêchaient, qui chassaient. Donc là, ici, on a des Inuits. Ça, c'est le peuple qui est encore sur le territoire, qui est principalement sur la Côte-Nord, mais le Nitassinan vient en fait jusqu'à Québec. C'est de Québec jusqu'au Labrador. Puis ce peuple-là, en fait, ben, c'est comme je le dis, c'est un peuple de pêcheurs. Puis on a encore des rivières à saumon, la rivière Malbaie, la rivière du Gouffre. Donc, je trouvais ça important de mettre ça en perspective qu'on cultive, mais que ben, il y a de la chasse puis de la pêche aussi qui est une réalité agroalimentaire dans la place. Puis ce peuple-là, ben, c'est lui qui éventuellement, ben, les contemporains, c'est des gens comme Joséphine Bacon, la poète, ou Shawit, le chanteur de reggaeton de Maliotenam. Bon, évidemment, si on les amène plus à contexte agricole, bien, ça a été fait dans la colonisation. C'est sûr que il y a eu des essais qui ont été faits à l'époque de la Nouvelle-France, principalement dans les vallées du Gouffre puis à la rivière Malbaie. Puis il faut comprendre aussi que c'est progressivement, on colonise plus au niveau de la mer parce qu'on arrive en bateau, puis éventuellement, on va monter sur les plateaux. Puis, bien, cette agriculture-là, c'était une agriculture de subsistance. On n'était pas dans les grosses productions qu'on exportait. Puis là, ben, j'ai mis un petit peu des images d'archives pour nous mettre dans le contexte. Contexte où le travail s'était fait avec la traction animale. On parle de défrichage qui était fait à la hache. Il ne fallait pas se fouler le poignet. C'était un gros travail de défrichage. Puis, ben, la vie était difficile parce que l'hiver est rude aussi dans ce coin de pays. Puis, en fait, c'est sûr que là, on parle de la Nouvelle-France pour les vallées des rivières, mais vers les années 1800, là, on a monté sur les plateaux un peu plus pour aller coloniser des endroits comme Saint-Hilarion, puis même Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs. Puis cette réalité-là, bon, c'est sûr que c'était aussi un peu de la subsistance, puis on était dans l'agroalimentaire où on transformait aussi localement les récoltes. Là, ici, c'est vraiment une image floue, mais c'est un film de l'ONF que je vous invite à regarder si vous avez la chance. Terre de nos aïeux, un film de 1943 où vraiment on suit une famille agricole aux éboulements. Puis, il y a une narration typique de l'époque où on explique qu'est-ce qui se passe de façon très bucolique, c'est sûr, mais c'est un film que je recommande. C'est à peu près 45 minutes sur l'ONF, disponible gratuitement sur Internet. Je pourrais donner la référence en fin de conférence à ceux qui veulent.
Puis là, ben, on voit vraiment l'agriculture de Charlevoix qui se faisait dans des pentes, puis où en fait, on n'a pas la même réalité que si on cultive à Saint-Hyacinthe ou dans des seigneuries comme à Saint-Jean-sur-Richelieu. Éventuellement, évidemment, Charlevoix s'est aussi modernisé. Donc là, on a eu l'arrivée du tracteur, puis ça, c'est une modernisation qui se fait en fait en Amérique du Nord au complet, mais ça modifie aussi la pratique agricole. Puis ces tracteurs-là, bon, ont pu augmenter les rendements, augmenter un peu la qualité de travail de certains travailleurs. On a une évolution progressive vers différents modèles. Puis en fait, ça, par exemple, ici, on a la fauche, la moisson avec des chevaux. Puis on voit des petits fagots de céréales qui vont éventuellement être battus. Bien, aujourd'hui, évidemment, comme partout ailleurs, on fait ça avec des moissonneuses-batteuses. Donc, c'est pour dire qu'évidemment, le mode d'élevage, le mode de culture, ça a évolué dans le temps. Puis là, bien, ça nous amène à parler des particularités aujourd'hui, en fait. Donc, les particularités techniques, je les ai divisées pour cette présentation-là en termes de géographie, en termes de sol, en termes de bassin versant et cours d'eau. Finalement, bon, ici en climat. Puis, on va parler plus, un petit peu, une élaboration au niveau des pratiques agricoles typiques de Charlevoix. Donc, au niveau de la géographie, j'ai un collègue ici dans l'assistance, Philippe, qui lui est un géographe de formation, puis j'ai eu l'occasion d'en rediscuter avec lui avec plaisir. Mais là, ici, on a une vue du relief faite avec des satellites. Puis, entre autres, là, on voit vraiment, en pâle, c'est des altitudes puis des reliefs plus plats, en fait. Puis là, plus on est dans le foncé, plus c'est des pentes élevées. Puis on voit, là, je n'ai pas de pointeur, mais on voit vraiment le relief dans les vallées, la vallée du Gouffre ici, puis la vallée de la rivière Malbaie. Là, on voit vraiment que c'est des endroits beaucoup plus plats. Puis on voit des plateaux un peu plus cultivables dans l'arrière-pays, si on peut utiliser ce terme-là, mais donc les plateaux de Saint-Hilarion, puis ça va même jusqu'à Notre-Dame-des-Monts, puis on en voit aussi dans le coin de Saint-Irénée, là. Ici, là, c'est plus Saint-Irénée. Les éboulements, bien, il y a des plateaux aussi cultivés, mais les éboulements, ça reste quand même que l'agriculture aux éboulements est quand même faite dans des pentes. Mais les pentes dans Charlevoix, c'est quelque chose. Les pentes puis les roches, c'est une réalité que les producteurs connaissent. Puis en fait, les vallées de la rivière du Gouffre, puis les vallées de la rivière Malbaie, c'est des vallées argileuses, on va en parler plus tard. Puis ces argiles-là, bien, ils datent, entre autres, de l'époque de la mer de Champlain. Une mer dont on entend quand même régulièrement parler, qui est une mer qui était là après la fonte de la calotte glaciaire, lors des dernières glaciations. Et puis, bon, là, c'est la mer de Champlain en gros, mais on voit juste un petit peu sous le Saguenay la petite bulle, là, qui est une baie, en fait, qui est vers le nord. Puis, bon, là, la carte est pâle, mais on voit vraiment l'île aux coudes, puis on voit que ça rentrait dans les baies, puis ça faisait même le tour du cratère. Donc, cette argile-là, en fait, ça va éventuellement affecter l'agriculture qui va être faite. Parce qu'une argile ne se cultive pas de la même façon qu'un sable. Et puis, en fait, on va revenir. Je voulais juste parler un petit peu de la géographie plus politique. Là, ici, on voit la MRC de Charlevoix-Est. Et puis, en vert, en fait, on voit les zones agricoles. Donc, on voit que ça se concentre vraiment… en fait, on voit les deux MRC, là, mais la zone agricole, c'est vraiment dans l'Astroblème. Donc, ici, c'est le Malbaie. Puis, David, si tu pouvais me trouver un bâton là, ou une baguette, ce serait vraiment pas mal, s'il vous plaît. Et puis, on voit qu'en fait, la zone agricole, c'est ce qui est en vert. Là, on ne voit pas bien, mais on voit que sur la côte sud, tout le bord du fleuve, c'est considéré de la zone agricole. Mais dans Charlevoix, c'est principalement dans le cratère, un petit peu à Baie-Sainte-Catherine, un petit peu à Saint-Siméon. Puis en fait, cette zone agricole-là, ça a 40 ans cette année, en 2018. C'est sous la loi de la protection du territoire agricole en 1978, sous le Parti québécois. Puis, bon, ça voulait protéger un territoire agricole. Mais ce que je veux expliquer, en fait, c'est que cette zone-là, ça, c'est une zone où est-ce qu'on protège l'utilisation du terrain, mais il y a plein de forêts qui
territoire agricole dans Charlevoix. Donc, ce n'est pas toute la zone agricole qui est cultivée. Puis, l'agriculture ne se fait pas exclusivement non plus dans la zone agricole. On peut quand même cultiver à l'extérieur de la zone agricole. Puis, il y a des cas un petit peu connus dans Charlevoix, j'avais regardé. Merci. Puis, c'est ça. Je vais l'utiliser probablement plus tard, mais c'est ça. Donc, la zone agricole, on voit vraiment là, que c'est ici. C'est ici que c'est en vert plus pâle. Puis évidemment, bien, tout le nord de Charlevoix, bien, ça ne peut pas être cultivé. Puis on s'en doute parce qu'évidemment, c'est des affleurements rocheux, puis bien, c'est quand même peu accessible. Il y a beaucoup de lacs, beaucoup de rivières. Puis c'est juste une géographie d'usage. Mais c'est pour dire qu'encore aujourd'hui, bien, cette zone agricole-là, ça affecte les pratiques. Qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire. Donc, ça, c'est c'était encore un peu un grossissement de la zone agricole. Là. À la Malbaie, on voyait un peu plus les couleurs. Donc, c'est mieux. Là, ça m'amène à parler des sols. Donc, les agronomes, comme moi, puis comme d'autres agronomes, quand on travaille, quand on vient pour discuter avec les producteurs agricoles, bien, c'est bien de pouvoir se référer au sol et à ses qualités. Puis en fait, les qualités du sol, ils ont déjà été étudiées dans le passé. Puis ça a été des relevés, en fait, de pédologie. La pédologie, c'est l'étude du sol dans une perspective agricole, pas seulement agricole, mais dans le cas ici, on parle beaucoup d'agriculture. La pédologie, ce n'est pas l'étude du sol dans un contexte où est-ce qu'on va chercher à exploiter le minerai en dessous, mais plus la couche arable. Puis, Charlevoix, ils ont fait cette étude pédologique. La région de Charlevoix, on la voit ici, en fait. Ça a été fait en 1981. Puis l'île aux Coudes, qui est dans Charlevoix aussi, elle, ça a été fait en 1979 avec l'île d'Orléans puis l'île aux Grues. Donc, une étude pédologique comme ça, en fait, c'est de cartographier les types de sols. Puis le type de sol, c'est selon son origine, selon sa texture, selon ses capacités à bien se drainer, puis éventuellement selon son potentiel agricole aussi. Dans l'étude pédologique, on va dire que, bon, il se cultive bien ou il se cultive moins bien. Puis en fait, là, ici, on a un profil de sol. Ça, c'est ce qu'on appelle un podzol. Puis ça, c'est un sol typiquement forestier, dans une forêt de mix ou une forêt de conifères. Puis ça, c'est un sol très sableux. Ce n'est pas le profil d'un sol argileux comme on voit dans les vallées de rivières. Là. Mais on a un horizon beaucoup plus pâle. Puis, bon, là, la couleur, malheureusement, n'est pas bonne, mais ici, on a un brun noir foncé, brun pâle, après ça, un brun encore plus pâle. C'est émouvant pour une personne qui s'y intéresse. Moi, ça me fait plaisir à chaque fois. Puis en plus, ça s'appelle un podzol. Ça a quelque chose de vraiment poétique. Puis pour discuter un peu des sols, je voulais juste aussi qu'on s'entende sur des termes au niveau de la texture. Quand on parle de la texture, c'est la grosseur des particules qui forment un sol. Puis on a des argiles, des limons, puis des sables. Puis ça, en fait, on fait référence à la grosseur des particules. Les sables, on parle de texture plus grossière, comme dans un carré de sable. Les limons, c'est une grosseur plus intermédiaire. Puis quand on les touche, c'est un peu une texture savonneuse. Puis éventuellement, les argiles, c'est des particules de très petite taille, ou en fait, c'est des tailles qu'on voit microscopiques. Puis là, c'est vraiment une pâte. Puis, en fait, là, après, on va qualifier les sols selon le mélange de ces trois types de particules. Donc, on va parler d'un sable argileux, ou puis en fait, au Québec et au Canada, on utilise même le terme loam, qui est un mélange plus des trois. L-O-A-M. Ça, c'est un terme qu'on entend quand même régulièrement. Ça, c'est un loam. Puis en fait, chaque sol va se travailler de façon différente, va drainer de façon différente et va avoir une capacité à retenir les éléments fertilisants. Puis on peut s'expliquer ça, entre autres, parce que les argiles, c'est des plus petites particules. La surface de contact avec les éléments puis avec les plantes est beaucoup plus grande parce qu'il y a beaucoup plus de petites particules. On peut imaginer un ballon de plage, une surface de X, là, mais si on mettait le même volume mais en plein de petites balles, on a beaucoup plus grande surface de contact.
Donc, l'étude pédologique de Charlevoix, il publie des cartes, en fait. Puis ça, c'est une grande carte, là. On parle quand même d'une carte qui a 1 mètre par 1 mètre. Puis à la fin, bien, ça nous explique en région qu'est-ce qu'on peut y trouver. Puis après, on peut interpréter la carte. Là, sur cette carte-là, en fait, ce que ça dit, c'est que, bien, je vais même la grossir, là. Ça, c'était la vallée du Gouffre, la rivière du Gouffre. Ça, c'est la rivière Malbaie. Et puis, ça, c'est l'Est, baie Sainte-Catherine, et même en allant vers là-bas. Donc là, ici, bon, c'est beaucoup moins agricole, mais ça fait une belle peinture abstraite sur une carte. Mais quand on revient sur les deux vallées, donc ici, la rivière Malbaie, baie Saint-Paul, la rivière du Gouffre, bien, les plaques en bleu foncé, ça, c'est des séries de sols. Séries de sols, c'est le type de sol, qui sont argileuses. Des séries comme, bon, il y a la Mare, la Kamouraska, la Pocatière, c'est des séries de sols qui sont justement très lourdes. Puis en fait, leur caractéristique dans ces fonds de vallée-là, c'est que c'est des argiles, donc des petites particules qui sont d'origine des dépôts marins de la mer de Champlain, qui sont bonnes pour l'agriculture, qui ont des pH naturellement plus favorables, comparé aux sols qu'on va voir dans les plateaux qui sont plus acides. Donc, ces sols-là ont des pH favorables, retiennent bien les éléments fertilisants. Puis, en fait, ça donne aussi qu'ils sont dans des endroits où le climat est plus favorable, en fait, parce qu'on est dans des vallées, des microclimats. Ici, ça c'est dans la vallée de la rivière Malbaie, une photo prise cet automne, où on voit vraiment un peu du lissage, là, ici. Là. Ça, c'est après que ça a été, qu'il y a eu un passage de charrue. Puis ce lissage-là, bien, c'est typique d'une matière qui est fine puis qui va éventuellement se lisser. Puis en fait, les grosses racines qu'on voit, ça, c'est des racines de luzerne. C'est pour illustrer comment est-ce qu'une luzerne, ça fait des grosses racines pivotantes. Ça, c'est une plante intéressante dans un sol comme ça parce que justement, bon, elle est exigeante un peu, mais elle va permettre de bien favoriser l'écoulement de l'eau parce qu'elle a des grosses racines qui sont des canaux préférentiels. Ici, j'ai le rang Sainte-Marie aux éboulements. Donc, le village des éboulements est ici, puis on monte vers Saint-Hilarion. Donc ça, c'est, j'ai fait un zoom en fait sur la carte topo, puis là, on a des séries comme la série Charlevoix. Ça, c'est le brun foncé ici. Donc, là, ici, on parle d'une série de sols beaucoup plus acide, mais avec une texture beaucoup plus grossière. Donc là, l'eau se draine bien. Puis là, ça, on parle d'un loam, justement. Donc, quelque chose qui a une texture grossière, mais qui a quand même des particules d'argile. C'est jamais seulement de l'argile ou seulement du sable. C'est des mélanges, puis avec différentes propriétés. Puis en fait, ces sols-là, ici, ils sont beaucoup... il y a beaucoup de pierres. Puis c'est une contrainte majeure quand on fait de l'agriculture, parce qu'il faut les... ça peut briser l'équipement, puis ça nuit surtout au passage des machineries, mais aussi aux plantes. Puis, en fait, là, ici, j'illustre, ça c'est sur un plateau. On voit toutes les roches qui, eux, c'est un til. Ça date de l'époque où est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'il y a eu la fonte des glaciers. Puis ces roches-là, bien, éventuellement, il faut les ramasser, dépendamment de leur grosseur, mais c'est beaucoup d'énergie. Puis, là, je l'ai passé. Ouais, encore des dépôts de roches. On voit vraiment que ça se passe en veine lors de la fonte des glaciers. Il y avait vraiment des dépôts de roches en veine. Puis là, on est une centaine d'années, plusieurs dizaines d'années de labour, puis on en déterre année après année parce que ça remonte avec la fonte, avec le gel-dégel. Puis ici, j'ai un bout de sol qui m'émeut. J'en parlais tantôt, mais c'est encore... c'est des couleurs qui sont tripantes. Là. C'est vraiment... C'est sorti du sol, puis on a du rouge, on a du brun, puis c'est des mélanges vraiment tripants. Bon, là, je vais parler juste un peu de l'île aux coudres. L'île aux coudres, en fait, est sur une autre plaque tectonique. Il y a une faille, on parle parfois de la faille de Logan, entre autres. Puis l'île aux coudres, en fait, ça appartient à la province géologique des Appalaches. Puis
Donc, c'est complètement un autre type de sol. On parle d'un schiste, on parle d'un sol qui est argileux, puis c'est des très bonnes terres dans Charlevoix. Puis c'est des terres qui sont malheureusement pas toutes cultivées. Il y a quand même beaucoup d'îlots boisés. Je dis malheureusement, c'est pas que je prends position, mais ça a déjà été plus cultivé, mais c'est encore cultivé, puis c'est des terres qui ont des beaux rendements. Ici, on a justement un champ de canola sur l'île aux Coudes. Puis ces champs-là, à l'île aux Coudes, c'est vraiment dans les très bons sols de la région de Charlevoix. Je voulais montrer ici qu'en fait, ça, c'est un groupe de producteurs puis d'intervenants qui se sont réunis pour discuter justement de l'importance du sol puis des caractéristiques du sol. Puis c'est quelque chose qu'on fait avec notre organisme, c'est qu'on organise des activités, puis même au sein des producteurs qu'on suit, on va les conseiller, puis on va parfois justement creuser un trou pour voir l'état du sol dans un champ cultivé, voir des problématiques de drainage, des problématiques de matière indurée qui est très dure, où les racines n'arrivent pas à pénétrer, où l'eau, justement, est bloquée, est ralentie. Pour parler un petit peu des bassins versants puis de l'agriculture, puis de leurs impacts dans l'agriculture, ça ici, c'est les bassins versants de l'est de la capitale nationale. Donc, on a Québec, puis on a Baie-Sainte-Catherine. Puis en fait, chaque tache colorée, c'est en fait des bassins versants. Donc, la rivière une goutte d'eau qui tombe ici dans le nord de Saint-Urbain va tranquillement, pas vite, descendre pour aller tomber à la rivière Sainte-Anne, à l'embouchure à Beaupré. Tandis qu'elle peut tomber ici, puis là, elle va tomber dans la rivière du Gouffre. Donc, le orange, c'est le bassin de la rivière du Gouffre. On a le bassin de la rivière Malbaie en mauve. Puis ici, en bleu, on a le bassin de la rivière Jean-Noël. Puis c'est une région quand même agricole aussi à Saint-Irénée. Une région où, en fait, c'est quelque chose où, en fait, les producteurs, ils sont conscients de l'impact que ça a sur l'environnement. Puis, on essaie d'améliorer les pratiques tout le temps. Puis là, on va passer vite, mais ça, j'illustre tous les cours d'eau potentiels. Puis on voit que dans la région de Charlevoix, avec son relief, on a vraiment beaucoup de petites rivières. Puis le petit ruisseau devient éventuellement la rivière qui va éventuellement au fleuve. Puis en fait, en agriculture, pour protéger les cours d'eau, on instaure des bandes riveraines. Donc là, on a un fossé ici, puis on a une bande herbacée non cultivée. Puis on a même des bandes riveraines plus forestières parfois. Puis on peut aller, en fait, la bande riveraine, c'est des minimums, mais il n'y a pas de maximum. Puis il y en a qui vont mettre des bandes riveraines d'arbustes, puis ça va retenir le terrain, retenir les éléments fertilisants, ralentir l'eau. Donc ça, c'est des pratiques qui sont faites, puis qu'il faut qu'ils continuent, qu'ils soient faites. L'agriculture dans Charlevoix, c'est aussi une agriculture qui est particulière au niveau du climat, puis on le voit bien, en fait, cet automne, on est au mois de novembre, puis on a déjà un pied de neige dans le champ. Cette agriculture-là, ça veut dire que la saison végétative est plus courte qu'ailleurs, puis ça a un impact sur les rendements. Donc ça, c'est une photo des montagnes, c'était pour illustrer un peu les climats hivernaux. Puis en fait, j'ai regardé un peu les périodes sans gel, puis leur influence sur les cultures, les degrés jour. Puis en fait, j'ai sorti des rendements sur le potentiel de récolte de céréales. Puis par exemple, j'ai sorti Saint-Hilarion, Baie-Saint-Paul en bas, puis j'ai comparé aussi avec Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis quand on parle des rendements, par exemple, moyens estimés pour 2018 de Saint-Hilarion, on parle de 1,8 tonnes. Puis quand on descend en bas à Baie-Saint-Paul, on parle de 1,9 tonnes. Donc ça se ressemble, mais c'est un petit peu plus gros. Mais quand on va à Saint-Jean-sur-Richelieu, le rendement espéré en 2018 est 1 tonne de plus que dans Charlevoix. Donc ça, c'est sûr que c'est une réalité que les producteurs doivent... on conjugue avec cette réalité-là, d'avoir des moins grands rendements pour les mêmes efforts, en fait. Puis, ça amène aussi que dans Charlevoix, il n'y a pas beaucoup de culture de maïs, il y en a peu. Puis quand il y a du maïs, c'est du maïs en silage. C'est pas la même culture que du maïs grain qu'on voit plus dans le sud du Québec. Puis, c'est pas les mêmes revenus non plus pour un producteur.
parce que le maïs sans silage, c'est pour l'alimentation de ces ruminants, pour faire du lait. Le maïs grain, on peut l'utiliser pour nourrir des poulets, nourrir des cochons, nourrir des humains. Mais là, ça, c'est beaucoup plus rare, là, mais c'est sûr que ce n'est pas le même type d'alimentation. Puis le soya, par exemple, c'est une culture qu'on fait beaucoup ailleurs au Québec, mais on en fait peu dans Charlevoix. C'est des réalités avec lesquelles on conjugue. C'est sûr qu'on fait du canola un peu, puis, mais c'est vraiment, on fait des petites céréales qu'on appelle dans le milieu agricole, puis non plus on ne fait pas justement de maïs. La réalité de Charlevoix, c'est aussi des pentes abruptes. Ça, c'est encore une image dans le film Terre de nos aïeux de l'ONF. Puis ça, ben, c'est aussi c'est des terres qui peuvent être arables, mais qui ne sont pas cultivées malheureusement parce que le relief n'est pas favorable au passage des machineries. Au niveau des productions végétales dans Charlevoix, on a des productions de maraîchères, un petit peu. Il y en a un petit peu dans les vallées, il y en a un petit peu sur les plateaux aussi. C'est sûr que ça, c'est vraiment, ça dynamise un milieu d'avoir des productions végétales puis des ventes directes. On a des céréales. On a quand même beaucoup de céréales. Puis c'est quand même quelque chose qu'on peut voir l'été beaucoup, c'est des champs de céréales. On voit l'évolution, on voit les couleurs. Ça, c'est justement une photo de battage en Charlevoix. Ça, c'est des céréales probablement à Saint-Irénée. C'est ma collègue Hélène du club qui avait pris cette photo-là. Puis on a évidemment beaucoup de fourrage. Le fourrage, c'est le foin pour nourrir des vaches, des moutons, des chevaux. Puis en fait, ça, c'est sûr que c'est une grosse superficie aussi. Des fourrages récoltés, puis aussi des pâturages. Les pâturages, ça, c'est les endroits où les bêtes vont pâturer, manger sur place les végétaux. Il y a aussi des productions fruitières un petit peu dans Charlevoix. Il y a des bleuets-nains, il y a un petit peu de fraises, puis il y a des productions de pommes aussi sur le territoire. Il y en a à l'île aux Coudes, puis il y en a un petit peu aussi sur le continent. Au niveau des productions animales dans Charlevoix, il y a des productions de poulets. Il y en a quand même quelques-uns, des producteurs qui ont des poulaillers, qui font du poulet à griller. Et puis ça, c'est quelque chose qui utilise du grain, justement, qu'on a cultivé. Parce que les céréales qu'on fait, ce n'est pas seulement des céréales pour la consommation humaine, mais c'est beaucoup aussi des céréales pour nourrir des bêtes. Puis en fait, c'est ça, on a les monogastriques, puis les polygastriques. Puis ça, ici, on parle d'un monogastrique, donc justement qui a un estomac. Il faut les nourrir avec des grains, les poulets ou encore les cochons. Tandis que les vaches, les moutons, les alpagas, c'est des ruminants. Donc, eux, on les nourrit avec du foin. Ça explique les deux types de production végétale aussi dans Charlevoix. Parce que là, une autre production animale, c'est beaucoup des vaches laitières puis des vaches à bœuf, des vaches bovines. Donc là, on a un troupeau au pâturage ici. Puis, dans Charlevoix, on a aussi des producteurs qui travaillent sur la vache canadienne, une vache qui est plus un petit peu rustique, ancestrale, puis qui a une valeur ajoutée sur la production laitière parce qu'on fait des bons fromages avec un lait de vache canadienne. Puis, c'est quelque chose qui fait partie du paysage agricole de Charlevoix, c'est la vache canadienne. C'est quelque chose qui est toujours un peu qui est en promotion. Au niveau des ruminants, il y a aussi l'IGP, une appellation au niveau qui est protégée au niveau de la géographie, puis c'est en fait l'agneau de Charlevoix. Donc ça, c'est une production qu'on fait aussi dans Charlevoix, qui est une production d'importance, puis qui est pratiquée à la fois dans les MRC de l'Est ou de l'Ouest. Ça m'amène en fait à parler des bénéfices de l'agriculture, puis les impacts que ça a sur une région. Puis en fait, l'impact premier qu'on peut souligner, c'est vraiment un impact de paysage. En fait, les paysages charlevoisiens, quand on est sur la route, quand on est sur des percées sur le fleuve, des percées sur les montagnes, c'est sûr que les percées visuelles sont là parce que la forêt a été bûchée, puis le sol a été cultivé. Puis c'est ce qui
crée ces percées visuelles-là, c'est ce qui crée ces paysages-là, c'est ce qui crée ces lignes de clôture-là, ces rangées d'arbres-là. C'est un paysage qui découle directement de l'utilisation qu'on en fait depuis quelques centaines d'années. C'est aussi, en fait, le bénéfice, c'est une agriculture qui permet, qui est axée en partie sur l'agrotourisme, puis qui est une attraction, en fait, touristique pour la région. Donc, il y a des gens locaux puis des gens de l'extérieur qui vont être en contact avec les producteurs agricoles. Puis ça, c'est un bénéfice parce qu'on est au niveau de l'éducation populaire, mais aussi au niveau de comprendre mieux d'où vient ce qu'on mange, en fait. Au niveau de l'économie locale, c'est sûr que l'agriculture, ça fait rouler beaucoup l'économie. Puis en fait, dans les statistiques que j'ai pu trouver, on parle quand même de quelques centaines d'emplois qui sont créés, des emplois directs, que ce soit des employés ou des producteurs propriétaires. Puis ça crée aussi des emplois indirects parce qu'il y a tous les fournisseurs de machinerie, d'équipements, de services qui sont tous reliés. C'est un pilier de l'agriculture, de l'économie de la région. Et c'est aussi des exportations. On parle d'exportation de produits, des produits découlant de la production animale, comme par exemple du lait qui est exporté à l'extérieur de la région, de la viande, puis des produits transformés aussi, parce que l'agriculture, localement, il y a des produits qui sont transformés, qui sont exportés à l'extérieur de la région. Et puis, finalement, évidemment, c'est une occupation du territoire, l'agriculture. C'est d'occuper des territoires dans un contexte où il y a il y a un exode rural vers les milieux urbains. On en parle un peu moins parce qu'il y a aussi quand même des jeunes qui reviennent en région, puis des moins jeunes qui viennent s'installer en région, mais c'est une occupation dynamique du territoire, l'agriculture. Ça m'amène à la fin de ma présentation pour aujourd'hui.